Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Basma Kodmani, membre de l'opposition au régime de Bachar el-Assad. C'est à vous. Et vous savez pourquoi ? Parce que la Syrie est au cœur du monde et au cœur du mouvement de migration. Et vous faites partie des négociateurs de Genève sur l'avenir de la Syrie. Bienvenue Basma Kodmani, bonjour. Bonjour. En 2 jours et demi, le cessez-le-feu a été violé une quinzaine de fois. Mais ce qui est important, c'est qu'il est respecté globalement. Et ça, c'est positif. Oui, les canons se sont tus dans la plupart des régions de Syrie. Il y a encore quelques bombardements des avions russes et des barils que le régime lâche sur certains quartiers, certaines régions. Mais globalement, la population est stupéfaite du silence parce que les canons se sont tus. Et c'est ça qui surprend à l'intérieur, le silence. Le silence, et puis les gens osent espérer qu'il peut y avoir. On peut aller vers maintenant une solution politique. C'est-à-dire que depuis 5 ans, ils ont vécu avec les bombardements. Chaque jour, on peut dire que devient un soulagement pour ceux qui ont vécu tant d'années sous les bombes avec la perspective unique de la mort possible. Oui, et les 6 derniers mois, des bombardements d'une intensité incroyable parce que la Russie s'est engagée pour remettre en selle le régime de Bachar el-Assad dont l'armée était en train de s'effondrer. Donc depuis le mois d'octobre, nous avons des bombardements d'une intensité effrayante et la population ne voulait qu'une chose, c'est véritablement que tout ça... Et les Russes prétendent que leurs opérations visent surtout les djihadistes d'Al-Nosra qui sont affiliés à Al-Qaïda et surtout l'État islamique. L'État islamique, ça domine combien de votre territoire syrien ? Entre 35 et 40% aujourd'hui du territoire a été conquis par Daesh, ce qu'on appelle l'État islamique. Le régime a cédé beaucoup de régions. Souvent, il ne se heurte pas à Daesh. Le régime ne se heurte pas à Daesh. Il s'affronte très peu. C'est ce qu'on dit. Et ce que la Russie fait depuis 6 mois, c'est bombarder au nom du bombardement des djihadistes, mais en réalité, elle a tué 95% de civils. Bachar el-Assad et son armée prétendent en ce moment respecter l'accord. Est-ce que vous les croyez ? Est-ce que c'est vrai ? On croit très peu Bachar el-Assad. Par principe, mais la vérité. On ose croire la Russie. On espère que la Russie aujourd'hui est sincère. On pense que la Russie, ayant investi lourdement depuis le mois d'octobre, et c'est nouveau au cours de ces 5 dernières années, a maintenant un intérêt à trouver une issue. Or, elle n'a pas pour l'instant de scénario de sortie. Vous citez beaucoup la Russie. Et vous citez Vladimir Poutine, ça veut dire que ce sont les maîtres du jeu, même malgré les Américains. La Russie s'est rendue très largement, s'est donné les moyens de définir les termes d'une sortie de crise en Syrie. Les États-Unis se sont très peu investis dans la crise syrienne. Ils ont mal géré cette crise ou ne l'ont pas gérée du tout. Et M. Obama, malheureusement, continue d'être dans cette position. Et pour l'Europe, c'est la portion congrue. Il n'y en a pas d'Europe. L'Europe pensait que la crise syrienne pouvait être endiguée jusqu'au jour où les réfugiés sont arrivés. Il y a peut-être la France, arrivés. On en parle tout à l'heure. Et l'effet de ces négociations russes et américaines, et en même temps de la volonté des Russes, c'est que lundi prochain, 7 mars à Genève, les négociations devraient s'engager entre Syriens. Votre opposition, est-ce qu'elle y va ? Est-ce qu'elle est sûre d'y participer ? L'opposition est déjà allée à Genève une première fois, même sans que l'aide humanitaire soit parvenue, qui était une condition posée par les Nations Unies. Mais jusqu'ici, vous ne voulez pas y aller. Aujourd'hui, l'opposition est déterminée à y aller. C'est l'opposition modérée. Elle inclut des anciens du régime qui ont fait défection. Elle est dirigée par l'ancien Premier ministre. Elle inclut les groupes armés modérés, ceux qui se conforment aujourd'hui au cessez-le-feu et à une solution politique. Donc nous sommes dans un schéma d'une opposition unie. Avec les militaires aussi, de votre côté, ou ce qu'il en reste ? Les groupes militaires sont inclus. Ils représentent 30% de cette nouvelle plateforme de l'opposition, qui est le Haut Comité pour les négociations. Mais il est temps que vous soyez... Il est temps, Basma Kodmani, que vous soyez unis, parce que la Syrie connaît une tragédie, c'est vrai, mais l'opposition que vous représentez est responsable aussi. Elle a sa part de responsabilité. Elle a toujours été désincarnée, morcelée, désunie. En 5 ans, elle s'est unie. Enfin, nous sommes devant... Combien de morts en 5 ans ? Graduellement, vous avez une part de responsabilité aussi, c'est vrai.
La prise d'armes et l'opposition s'est faite de manière désordonnée à un régime dictatorial au départ. Donc, le temps que les choses s'organisent, aujourd'hui, nous avons une opposition unie et engagée dans un processus politique. Et c'est là l'essentiel. Nous avons un acteur qui conduit ou qui incarne votre délégation. Aujourd'hui, c'est l'ancien Premier ministre de Bachar el-Assad qui a fait défection et qui, au sein de cette coalition, se trouvent des technocrates, des anciens prisonniers politiques. Comme vous dites. Une vraie plateforme de l'opposition. Mais une plateforme, c'est tout le monde et c'est personne. C'est 150 personnes, c'est 35... C'est 100 visages. Imaginez 150, quel est le visage qui incarne cette opposition-là? Vous avez intérêt à être plutôt fort. Il y a une direction, il y a une vraie direction de cette opposition avec une ligne très clairement définie, un texte qui dit voilà les principes sur lesquels une transition doit se faire, elle est contrôlée, c'est un partage du pouvoir avec des gens du régime, ce n'est pas Bachar lui-même, mais c'est bien son armée. C'est-à-dire son armée qui vous bombarde, elle fera partie de cette autorité ou de cette situation mixte, mais transitoire. Mais j'ai parlé de négociations à Genève, mais ce sont des négociations bizarres, parce que l'ONU va servir de médiateur, si elle a lieu, entre les envoyés de Bachar et vous, négociateurs politiques et militaires. Vous ne serez jamais ensemble. On sera bien sûr avec les représentants du régime. Non, mais oui, mais pas dans le même endroit. Dans une salle de négociation. Non, parce que ce qu'on me dit, c'est que vous serez dans 2 hôtels différents. Ah, ça certainement, mais quand on se réunit, on commence par ce qu'on appelle des négociations de proximité, parce qu'on n'arrive pas à se réunir, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un ordre du jour. Mais ça veut dire que le début, c'est d'un côté, dans un hôtel, une délégation, et de l'autre, et le représentant des Nations Unies qui fait la navette. Le but est de commencer le 7 mars. Si tout se passe bien d'ici le 7 mars, nous commençons le 7 mars des négociations directes, face à face, dans les bâtiments des Nations Unies à Genève. Il n'y a aucune incertitude là-dessus. Bon, ben ça c'est au moins un élément positif, parce que dans un premier temps, on n'en était pas là. Et alors, vous prépareriez la transition démocratique. Elle prévoit des élections libres. Qui les organiserait et veillerait à leur impartialité? Qui? Aujourd'hui, ce que l'on cherche, c'est d'abord la sécurité en Syrie et la sécurité de toutes les communautés de Syrie. Donc c'est une négociation qui nous mène à une autorité de transition politique ayant tous les pouvoirs, mais surtout une commission qui s'occupera des questions sécuritaires et militaires. Il faut des arrangements de sécurité, il faut s'assurer que toutes les communautés de Syrie, et on le sait, les chrétiens, les alaouites surtout, sont aujourd'hui très inquiets pour leur avenir. Donc c'est ces gens-là qu'il faut rassurer. Et Bachar el-Assad, est-ce qu'il peut être candidat aux élections? Non, Bachar el-Assad ne pourra pas être candidat aux élections. Les Russes eux-mêmes le savent aujourd'hui. Mais comment vous pouvez le décider? Parce que c'est un criminel de guerre et qu'on nous empêche de l'emmener au tribunal pénal international. Mais tout le monde le sait, les dossiers sont là. Donc vous le mettez, lui, Bachar el-Assad, entre parenthèses, vous l'enfermez dans une pièce de son palais comme s'il n'existait pas. Or, il existe. Pour l'instant, il faut le déposséder de tous ses pouvoirs pour les mettre entre les mains d'une autorité de partage du pouvoir entre des gens qui le représentent. Si on arrive à le déposséder, qu'est-ce qu'on en fait après? Eh bien ça, ce sera la décision de ses alliés. Nous avons une Russie qui doit décider, puisque c'est elle aujourd'hui qui souhaite ce processus. Je pense que la Russie n'est pas loin de savoir maintenant qu'elle ne pourra pas préserver ses intérêts en Syrie, ni préserver une partie du régime et des institutions syriennes si Bachar reste. Vladimir Poutine répète qu'il n'est pas marié avec Bachar el-Assad, il avait dit à Europe 1, mais est-ce qu'il pourrait lâcher Bachar? On espère que ce divorce n'est pas loin. Aujourd'hui, il voit, il constate que Bachar el-Assad lui résiste parfois. Il tient des propos qui n'ont aucun rapport avec ce que la Russie est en train de dire et il est obligé publiquement de le rappeler à l'ordre. Donc l'avenir de Bachar, c'est ou la mort ou l'exil? Bachar el-Assad, l'opposition est suffisamment magnanime pour dire qu'il peut partir en paix. Mais gouverner la Syrie, tout le monde sait qu'il ne peut pas gouverner la Syrie. Partir où? C'est le choix. Les choix sont ouverts. Le pays qui voudra bien l'accueillir, il est un peu encombrant, c'est évident, mais il y aura sûrement 1 ou 2 pays qui voudront bien de lui. Est-ce que vous demandez que le cessez-le-feu dure sur place le temps de la négociation? Écoutez, le cessez-le-feu est indispensable pour que l'aide humanitaire parvienne. La population souffre trop, donc il est évident qu'un climat apaisé nous permettra d'avancer dans la négociation politique. La trêve, c'est 15 jours. Est-ce que vous demandez ici ce matin qu'elle soit, si c'est écouté, prolongée? Bien entendu, si l'aide humanitaire parvient et que les canons se sont tus, il est évident. Vous savez, aujourd'hui, c'est des bombardements aériens, surtout. Nous avons tout intérêt à un cessez-le-feu, puisque ce sont des bombardements du régime et de la Russie. Basma, si ces négociations de Genève ont vraiment lieu, elles sont appelées à durer combien de temps?
vous savez, elles sont appelées à durer assez longtemps. Pour l'instant, ce qui est prévu, c'est 6 mois de négociations pour parvenir à la création d'une autorité de transition, une autorité ayant les pleins pouvoirs. Est-ce que la France continue à vous aider, à envoyer des armes à la défense ou à l'armée libre de l'opposition? Elle a arrêté parce que ces armes finissent chez Daesh. Non, le soutien militaire n'est pas décisif. La France a été très constante au cours de ces 5 années et c'est un allié précieux dans le processus politique tout le long. Elle a cru à l'opposition et elle a eu raison. Et cette opposition est aujourd'hui un acteur, un interlocuteur Ma dernière réel. remarque, l'Europe voudrait bien qu'à terme cesse la guerre entre Syriens. Parce que les vagues migratoires, c'est tout le continent européen qui est en ce moment, vous le voyez bien, déstabilisé, gagné par la montée des chemises brunes, des populistes et des nationalistes. Oui. Mettez-vous d'accord. Et oui, il faut aller traiter le problème à la source. C'est en Syrie qu'on pourra traiter le régime d'une part et Daesh d'autre part. Merci d'être venu.